Voilà, donc bienvenue à vous toutes. Aujourd'hui, c'est un rendez-vous un peu particulier du Mastermind. C'est parti, j'écris mon livre, où j'ai le grand plaisir d'accueillir trois anciennes participantes du Mastermind, donc Magali Lemaître, Ida Elichéri et Lydia Placet, qui ont toutes les trois participé au Mastermind par le passé et sont passées par l'auto-édition pour publier leurs livres. Et donc moi, c'est vrai que dans le cadre du Mastermind, je vous parle beaucoup du monde de l'édition, de comment trouver un éditeur, de comment négocier le contrat avec l'éditeur, de comment on parle aussi du lancement du livre dans le cadre d'un contexte où on est avec un éditeur. On parle aussi du lancement du livre quand on est sans éditeur. Mais c'est vrai que le sujet de l'auto-édition, moi je parle souvent et je transmets souvent des choses que j'ai appliquées à moi-même et que j'ai vécues personnellement. Et personnellement, je n'ai pas auto-édité mes livres, donc c'est un sujet que je connais moins bien. Et donc, j'ai eu envie d'inviter Magali, Ida et Lydia pour venir nous parler de leur expérience avec l'auto-édition. Et puis, j'avais envie, si vous êtes OK, Magali, Ida et Lydia, aussi j'ai quelques questions à vous poser qui sont un petit peu plus vastes sur votre expérience de l'écriture. Qu'est-ce que vous avez appris sur le fait d'écrire un livre? Et est-ce que vous avez des conseils ou des recommandations ou de l'inspiration à transmettre aux participantes du mastermind actuel? Et puis aussi, j'ai peut-être l'idée de transmettre cet épisode un petit peu plus largement à toute personne qui souhaite écrire un livre. Donc, une intervention toute particulière sur l'auto-édition ce soir. Donc, ce que j'avais envie de vous proposer pour commencer à chacune de nos trois invités, c'est d'abord de vous présenter. De nous dire voilà où vous êtes, peut-être si vous avez envie de nous parler de votre métier pour qu'on puisse comprendre est-ce que votre livre a été écrit dans un contexte professionnel ou dans un contexte personnel, parce que je pense qu'on a des cas de figure différents. Certaines personnes écrivent des livres avec un contexte professionnel, d'autres avec un contexte personnel. Donc, parlez-nous un peu de votre métier, puis de votre livre, ce livre que vous avez écrit. Voilà, donc bonsoir à toutes. Merci Christine de m'avoir invitée. Ça me fait très plaisir en tout cas de pouvoir partager mon expérience et de rencontrer de nouvelles personnes. Donc je m'appelle Magali, j'ai 45 ans, j'habite en Belgique, dans le sud de la Belgique, à Étal, tout près de la frontière luxembourgeoise. Et je travaille en fait à temps partiel dans un bureau d'architecture où je suis assistante. Je fais tout sauf de l'architecture. Je fais tout pour que tout le monde soit bien, que tout se passe bien au bureau. Et j'ai une activité complémentaire dans le secteur immobilier où je fais des visites de maison pour une notaire. Et mon livre s'inscrit tout à fait dans une démarche personnelle qui est liée à mon histoire. C'est un récit de vie puisque je suis maman de trois enfants. Ma grande va avoir maintenant 17 ans déjà. Et puis j'ai un garçon qui a 14 ans. Et mon petit dernier Arthur aura toujours 2 ans et demi. Donc, ça va bientôt faire 9 ans qu'il est décédé accidentellement. Et j'ai tout de suite commencé à écrire sans savoir que ce serait un jour un livre. Et puis, au fur et à mesure, ça a pris forme dans ma tête, sur le papier. Et puis aussi grâce à Christine et à mon parcours avec elle. Et j'ai effectivement choisi l'auto-édition puisque, voilà, mon livre s'appelle Il n'y a pas d'âge pour mourir, il n'y a que des âges pour vivre. Et sa couverture, vous la voyez derrière moi, c'est l'œuvre d'une artiste de la région à qui j'ai demandé pour pouvoir utiliser les droits et qui est... Enfin, voilà, j'ai des retours assez extraordinaires sur la couverture aussi. Et voilà, je suis très heureuse aujourd'hui de vous partager mon parcours. Ida, tu veux prendre la suite? Oui, alors merci Christine de ton invitation. C'est toujours un plaisir de te rejoindre. Si je suis là, c'est en grande partie grâce à toi et j'ai mon bracelet en ce moment. Donc voilà, je suis en plein challenge, re-challenge. Et bah oui, Magali et moi, on est sœurs d'écriture puisqu'on était dans ton mastermind ensemble et on se rejoignait à 6 heures du matin. Pendant 3 mois, on a fait ça, on a écrit ensemble avec le petit café du matin et la brume de l'automne puisque c'était Sur à peu Zoom, près à ce hein. Vous moment-là étiez dans sur la l'année ligne Zoom dédiée, sur chacune Zoom. chez Voilà, vous. exactement. Exactement. Donc, on avait notre rendez-vous. Donc, c'est un vrai plaisir de te retrouver là aussi. Et donc, moi, je suis Ida Gennari-Elichery. Je suis psychologue. Je dirige un cabinet de psychologie et de conseil qui s'appelle Psy-Éco-Développement. J'ai fait un doctorat en psychologie du travail et des organisations que j'ai édité aussi, du coup, suite au travail avec Christine. Je me suis dit, bon, bah, tant qu'à faire, allez, hop, j'édite tout ce que j'ai sous la main. Donc voilà, je pourrais peut-être en parler aussi. Et j'ai écrit donc 2 livres depuis que j'ai travaillé avec Christine. Le premier, c'est Femme-S, qui était... alors, ce qui est amusant, c'est que oui, j'ai connu Christine en 2016.
et dans un atelier enfin, un stage de développement personnel. Et à ma table, quelqu'un m'avait dit, ah, ce serait chouette que tu écrives un livre. Et moi, je disais, non, moi, je ne suis pas quelqu'un qui écrit des livres. Les personnes qui écrivent des livres, c'est Christine. D'ailleurs, je suis très impressionnée. Elle nous lit son livre. Moi, je ne connais pas d'auteur, quoi. J'ai jamais vu un auteur en vrai à qui je peux serrer la main, etc. Donc, j'étais hyper ouais, impressionnée, touchée, émue de voir Christine et que Christine nous livre son livre en direct à travers les exercices aussi qu'on faisait sur place. Et puis, bah voilà, 2016, 2020, finalement, ce projet de livre est arrivé et s'est concrétisé et par l'auto-édition. Et voilà, pour expliquer pourquoi ce choix, parce que ça a vraiment été un choix. Et puis depuis, j'ai eu envie aussi de publier un certain nombre d'articles que j'écrivais sur LinkedIn. Donc, voilà, deux ouvrages qu'on voit ici. Et puis mon dernier, qui celui-là compte aussi beaucoup pour moi, qui est sorti le 8 mars 2023 et qui s'appelle L'école des femmes dirigeantes. Trois petits points de leur vie. Voilà, donc il s'adresse aux femmes cadres, aux femmes dirigeantes et voilà, que j'invite et à qui je propose une manière de pouvoir se remettre au cœur de leur existence en alliant le pro et le perso. Super. Et Ida est aussi ambassadrice J'arrête de râler, donc on fait souvent des choses ensemble aussi dans ce contexte-là. Merci Ida. Lydia, à ton tour de nous parler de ton livre. Alors, bonjour à toutes. Merci Christine pour l'invitation, hein. C'est un plaisir d'être là. Moi, j'étais là à la promotion l'année dernière, donc je me rappelle encore comment c'était en fait quand on était dans ce mastermind et toute l'émotion et les sensations qu'on ressent. Et j'arrive encore très bien à me mettre à votre place. D'accord. Voilà. Alors moi, je suis coach formatrice, hein, experte en gestion du temps. Et du coup, quand je me suis lancée dans ce projet d'écriture, en fait, c'était un projet qui maturait depuis un petit moment. Et à chaque fois, je me disais, ah, non, je suis pas légitime pour écrire, qui tu es pour dire, enfin voilà, toutes ces peurs qui sont remontées. Et en fait, en décembre 2022, je me suis dit, bah non, en fait, ce serait bien que je me mette vraiment ce projet au cœur de ma vie. Et à ce moment-là où j'ai posé cette intention, je suis tombée sur le mastermind. C'est parti, j'ai écrit mon livre. Donc là, je me suis dit qu'il y a une invitation comme ça de l'univers, je pouvais pas la laisser passer. Donc, euh, donc j'y suis allée, voilà. Donc j'ai mon petit ouvrage hein, qui est sorti cette année, voilà, Libérez avec votre temps et savourez votre vie. voilà. Donc Christine m'a quand même beaucoup aidée pour le titre hein. Et surtout ouais, grandement aidée aussi pour beaucoup de choses. Voilà, on va partager et tout ça. Donc moi, c'est un livre plus sur mon travail. C'est une façon de mettre mon travail au service de tout le monde. Parce qu'en fait, le livre, je trouve que c'est un moyen d'accès extraordinaire. Il y a les formations, il y a les masterminds. Après, il y a aussi la réalité. Des fois, les gens n'ont pas le budget. Donc, c'est plus facile d'acheter un livre que d'acheter une formation. Donc voilà, c'était pour rendre mon travail accessible. Et aujourd'hui, je peux vous dire, ça y est, Christine, j'ai fini. Donc il est en papier, il est en Kindle et tout ça, et il est aussi en audio. Parce Je que viens je de voir voulais. ça. Je viens de voir qu'il était en audio. J'ai fait quelques recherches là Tu l'as avant notre vu? rendez-vous. Oui, oui. Et voilà, il est en audio. J'ai fini l'audio que j'ai mis à fin juillet, voilà, cette année. Mm. Mm. Donc j'ai Super. hâte de participer avec vous ce soir. Merci beaucoup. Merci Lydia. Donc, la première question que j'ai envie de vous poser, et on peut interagir chacun votre tour, mais une fois que vous avez votre tour, si vous avez des choses à rajouter sur la question, bien évidemment, prenez la parole et continuez. Mais la première question, c'est pourquoi avez-vous choisi d'auto-éditer? Quelles étaient vos motivations? Qu'est-ce qui a influencé ce choix d'aller vers l'auto-édition? Magali. Euh, mais de mon côté, je crois que c'est vraiment le choix de la liberté, en fait, de pouvoir maîtriser tous les choix de A à Z, surtout au niveau de la couverture, du titre, enfin tout, en fait, et me dire que c'est le fruit de mon projet, de mon choix, et qui sera comme moi je l'ai voulu, surtout qu'en fait, vu que moi, le livre est un peu en deux parties. Il y a la première partie qui explique vraiment le récit de vie, l'épisode de ma vie et du décès de mon fils. Et puis ensuite, toutes les pistes qui m'ont aidé pour continuer à avoir la joie de vivre et toutes ces techniques qui sont développées.
quand je le proposais à des éditeurs, il ne rentrait pas dans une catégorie, parce que c'était pas uniquement un récit de vie ou uniquement des techniques à pouvoir utiliser. Et donc finalement, je me suis dit, bah, s'il ne rentre pas dans une catégorie, moi, je vais la créer. Et je suis très heureuse d'avoir pu le faire. Ça, c'est vraiment la plus grande motivation. Et alors, le fait d'apprendre, parce que moi, j'adore apprendre. J'ai appris beaucoup de choses aussi avec Christine pendant la formation. C'était surtout à structurer mon récit. Ça, c'était le plus gros challenge pour moi, je pense. Et puis, toute cette auto-édition, c'était un grand apprentissage de rencontrer, d'arranger tout avec la graphiste, de réfléchir à tout, de trouver les différentes solutions, d'aller voir les imprimeurs, de calculer mon budget. Enfin, c'était tout un projet mené de A à Z. C'est vraiment super intéressant. C'est comme une mini-entreprise, je trouve. Et ça, j'ai beaucoup aimé aussi. Super, merci. Qui veut prendre la suite sur les motivations? Pourquoi l'auto-édition? Je veux bien rebondir sur la liberté, parce que c'est un mot que je m'étais écrit aussi. Pour moi, ça a été aussi un exercice libérateur dans le sens où moi, j'ai toujours eu ce côté un peu, faut que je coche les cases. Donc, faut que je fasse mon doctorat, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je sois édité quelque part. Ça serait presque une motivation, mais voilà, de cochage de cases. Et là, je me suis dit, non, là, il faut que tu te libères de ce truc-là. C'est pas tu dois te faire éditer. Peut-être un jour tu seras édité et ce sera super et ce sera merveilleux et ce sera une super reconnaissance, etc. Mais t'as pas besoin de ça pour te sentir légitime, validé par l'extérieur et tout. Donc je me suis fait vraiment un exercice aussi d'autorisation, de me dire j'y vais comme ça en fait. C'est moi qui m'autorise à proposer quelque chose bah voilà, au public qui aura envie de le lire. Donc en ce sens-là, pour moi, ça a été un vrai exercice de libération. La deuxième chose très pratico-pratique, c'est aussi la question du temps, c'est-à-dire que je ne connais pas d'éditeur, enfin voilà, je ne suis pas en lien direct et donc j'ai des amis qui ont été édités, j'ai vu le processus, c'est quand même quelque chose qui est assez long, qui est un projet en soi, d'aller rencontrer, de proposer son ouvrage, il y a des débats, il y a des discussions, enfin moi de ce que j'ai vu, ça peut durer 1 an, 2 ans. Et là, pour le coup, moi, j'avais vraiment besoin que bah, ça sorte, quoi. J'en ai besoin pour moi et j'en ai besoin aussi pour mes clientes ou pour mes futures clientes. Donc voilà, c'était aussi important la question de pouvoir gérer ce timing. Je suis rentrée dans le mastermind avec toi, Christine. On devait être en juin 2020, je pense, quand tu as Ouais. proposé. Moi, ça tombait vraiment à pic, un peu comme toi, Lydia, quoi. C'était vraiment, tiens, ça y est, je sens que ce livre, il peut sortir et tout. Et paf, Christine propose le mastermind. Donc j'ai vécu ça aussi comme un appel. Et puis, jusqu'en août, j'étais plus sur tout ce que tu nous donnais comme information, et j'écrivais, mais c'était un peu dans tous les sens. Puis en août, j'ai eu une séance avec toi où tu m'as dit, bon, bah là, faut y aller maintenant, hein, faut mettre les mains dans le cambouis, il faut que tu y ailles. Et là, je me suis dit, OK, donc maintenant, allez, je me donne jusqu'à la fin de l'année. Le livre, je voulais qu'il soit écrit en décembre 2020. Et je voulais qu'il sorte en 2021. Il est sorti en avril 2021. Et voilà, cette question du timing, pour moi, était vraiment importante. Et puis, la troisième chose, je dirais, c'est aussi la question de la propriété. Comme je disais, moi, j'ai un cabinet de conseil et de psycho. Donc, mon livre, c'est aussi un outil. Mais bon, ça, peut-être que ça se discute, Christine, parce que c'est vrai que je me pose toujours la question comment toi, tu fais avec justement tes éditeurs par rapport à ça. Peut-être que ça se négocie aussi dans le contrat. Mais En tant qu'auteur, tu es propriétaire, tu as tout à fait le droit d'utiliser les droits. Tu n'as pas le droit de les vendre. J'ai pas le droit de vendre. Si j'ai donné mes droits de mon livre à mon éditeur, je ne peux pas les vendre à un cinéaste pour faire un film. D'accord? C'est là où je n'ai pas les droits. Par contre, moi, j'ai le droit d'exploiter les droits autant que Erol pour moi. D'accord? Par contre, eux, Erol, ils ont le droit de vendre à un cinéaste s'ils veulent. Mais moi, Ah j'ai oui, d'accord. complètement le droit d'utiliser le contenu de mon livre dans mes stages et de les vendre et de faire des supports. J'ai complètement le droit. Mais c'est vrai que c'est une conversation que j'ai eue avec eux parce que j'ai eu besoin de le clarifier et d'être sûr qu'on était d'accord. Parce que dans les clauses du contrat, quand on lit les clauses du contrat, ça fera partie d'une des prochaines sessions que nous allons avoir dans le mastermind où je vais vous parler des clauses du contrat et notamment quelles sont celles auxquelles il faut faire attention. Parce qu'on a tendance à penser qu'il faut juste regarder les royalties. Mais en fait, il y a plein d'autres clauses dans le contrat qui sont intéressantes et c'est intéressant de comprendre. Moi, j'ai adoré j'ai travaillé avec un avocat pour comprendre les clauses du contrat et c'est très intéressant. Mais j'ai dû clarifier ça en effet parce que dans le texte, c'était pas forcément très clair et j'avais besoin d'être sûre que j'avais le droit d'exploiter le contenu pleinement. Tout à fait.
Ouais, voilà, bah, c'est ça. Voilà, donc ça a été la troisième raison. Et en effet, voilà, clarifier vraiment ce point-là et rester propriétaire du contenu pour des formations, de créer une plateforme, je ne sais pas quoi, dans lesquelles il y aurait copier-coller ce qui est dans le bouquin. Ça, pour moi, c'était aussi quelque chose d'important. Et voilà, donc, je pense que c'est possible en édition classique, mais ça, voilà, ça a aussi motivé pour que ce soit voilà, simple. Voilà, Mhm. Super, merci Ida. Alors, et toi, Lydia? Alors, bah, moi, plusieurs choses. Bah, déjà, les libertés, hein, vous avez bien vu dans le titre, hein, c'est vraiment, comme tout le monde l'a dit, d'être libre du contenu, de la forme, de tout ce que je voulais mettre dedans. En plus, moi, dès le départ, c'était le but du jeu, c'était que ce soit un ouvrage très accessible. Donc, je savais dès le départ qu'il y aurait le format papier, le format écrit, le format audio. Et à partir de début d'année prochaine, je vais passer sur la traduction en anglais aussi. Vous voyez? Donc c'était important aussi pour moi que j'ai les droits pleins et entiers de cet ouvrage parce que je veux pouvoir le traduire et en faire un peu ce que je veux. Ce qui peut être très limitant dans un contrat d'édition. Voilà. Mais après, vous allez en discuter avec Clécine, donc j'empiéterai pas là-dessus, elle vous expliquera tout. Euh, et aussi, et la deuxième chose, c'est que j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui ont édité leur livre à peu près au même temps, au moment où moi j'étais en train d'écrire le mien. Donc j'ai eu leur retour aussi et la galère de chercher une maison d'édition et tout ça. Moi, c'était aussi un défi personnel de me dire, il faut que j'écrive ce livre. Je me donne un an pour écrire ce livre et je sais qu'en un an, ce sera possible et que j'arriverai à rester dans comme elle nous disait, à rester dans le flow, rester dans l'énergie et tout ça parce que vous êtes porté hein, quand vous écrivez. Enfin, je sais pas comment vous avez vécu l'expérience. Moi, je l'ai vécu quand même. J'étais portée très, très bien et je savais que cet état-là, le maintenir pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, ça allait être compliqué. Donc, je me suis donné une année pour tout faire. Et c'est aussi pour ça que c'était important, parce que moi, je voulais qu'il sorte en mars cette année, 2023, parce que c'était pour fêter mes 40 ans. Hein. J'ai fêté mon anniversaire avec mon livre. Euh, en partie, c'était mon cadeau à moi-même, hein, me faire honneur à moi-même. Et voilà, c'est important que le timing soit respecté. Donc voilà, il y avait plein de contraintes et il y avait cette liberté de faire ce que je veux. Et aujourd'hui, j'en suis contente. Ça ne veut pas dire que plus tard, je suis en projet Il y a d'autres ouvrages qui maturent dans ma tête, on en avait parlé. Hein. Est-ce que je passerai pas par l'édition? Je verrai à ce moment-là. Voilà. Je Mhm. pense que chaque projet est différent et qu'il faut bien choisir en fonction de votre projet et de votre envie. Mhm. Sachant aussi qu'il est possible, hein, on a plusieurs auteurs qui ont commencé par auto-publier et qui ensuite ont vendu leurs droits d'un livre qui avait déjà été publié à une boîte d'édition. Ça peut être intéressant, voilà, c'est aussi possible. C'est pas parce que vous avez auto-édité que vous ne serez jamais édité. Voilà, il y a des passerelles. Alors, la question suivante que j'ai envie de vous poser, bien évidemment, Monique, Nathalie, Aline, si vous avez des questions, levez la main hein, sur le sujet qu'on est en train de parler. Moi, j'ai des questions, mais n'hésitez pas à intervenir. Ce rendez-vous est pour vous hein, en priorité. Mais moi, la question que je me pose, c'est OK, donc j'ai pris la décision que j'avais pas envie de me prendre la tête avec l'édition, j'avais envie d'être en contrôle du temps, j'avais envie d'être en contrôle de tout, j'ai envie que ça aille plus vite et tout. Mais après, on commence comment? Quelle a été la première chose? Est-ce que c'est de trouver la plateforme? C'est quoi les étapes en fait? C'est quoi, ou en tout cas, quelles ont été les étapes pour vous? Parce que ce peut-être pas les mêmes pour chacune d'entre vous. Par où on commence cette idée d'explorer l'auto-édition? Alors, moi, je veux bien reprendre la parole si ça ne vous dérange pas. Alors, j'avais déjà publié de courts ouvrages sur Amazon. Donc, en fait, comme j'ai été très satisfaite du service, hein, bah, j'ai réutilisé quelque chose que je connaissais déjà. Hein. D'accord? Enfin, voilà, Amazon, ça marche très bien. C'est facile de publier en Kindle, puisqu'il n'y a quasiment pas de mise en page. Hein. Si vous publiez en Kindle, vous mettez quasiment votre texte à la file. Enfin, avec une mise en page Word, hein, je dirais, pas forcément une mise en page de graphiste. Hein. Donc, la plateforme, elle s'est posée tout de suite. Là où ça a été plus compliqué, en fait, c'est quand je suis passée au format audio. Parce qu'au final, il y a peu de plateformes qui diffusent en audio. Hein. Donc, j'ai cherché un petit peu ça. J'ai pris un peu de temps pour chercher, mais j'avais le temps parce que j'avais fini toute cette phase. Et je suis tombée sur Kobo, qui publie des livres audio. Parce qu'il faut savoir qu'il y a Audible, hein, que tout le monde connaît, hein, qui est très, très utilisé. Mais Audible, aujourd'hui, utilise uniquement des artistes professionnels pour faire ça. D'accord? Donc, des gens qui font du théâtre, tout ça, pour faire l'audio. Mais je pense que voilà, et j'ai contacté la FNAC aussi pour déposer le livre sur le site de la FNAC. La procédure est très longue et très compliquée.
Et les royalties, pour le coup, sont très, 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 très peu élevées puisque ils privilégient quand même de passer par des maisons d'édition plutôt que passer par des auteurs indépendants. Voilà. Si vous n'avez pas testé, je vous le dis. Mhm. Donc, tu étais sur Amazon, toi, et donc quand tu vas sur Amazon, on va où? C'est où l'adresse? C'est Amazon. Non, c'est KDP en fait, c'est pas Amazon, c'est KDP, Amazon, on tape et on tombe sur le service spécifique d'Amazon qui vous guide. En fait, c'est une petite plateforme et il vous guide pas à pas. Il y a plein de... Alors pour le coup, il y a énormément d'aides pour expliquer comment publier. Enfin, sur le livre, le logiciel vous guide quand même pas à pas. Il vérifie le contenu, il vérifie plein de choses. Il va pas vérifier les corrections d'orthographe, hein, donc je vous invite à tout préparer en amont. Mais voilà, s'il y a un problème, sachez que moi j'avais eu un certain souci pour la publication. L'aide d'Amazon vous répond très très vite, hein, Mhm. pour vous dire il y a un problème, allez-y, corrigez ça et tout ça. Mhm. Et donc là, c'est pour être publié en Kindle. Après, ensuite, comment tu as fait? En papier aussi, Alors, en papier, Amazon s'occupe aussi Mm. de d'imprimer. l'impression. Alors en D'accord. fait, oui, en papier, moi c'est sur Amazon, c'est-à-dire que je n'ai pas fait appel à un imprimeur indépendant comme certains auto-éditeurs le font, hein. C'est-à-dire qu'il faut imprimer une palette de livres et après faut vendre les livres en direct. Moi, c'était pas le but parce que je veux pas de, bah, je suis un petit peu écolo dans l'âme et je veux pas imprimer des livres qui après seront peut-être jamais utilisés. Donc là, c'est un service d'impression à la demande. Donc en fait, au moment où vous commandez le livre, il est imprimé, il est envoyé chez vous. Il n'y a pas Voilà. de stock physique. Voilà. Donc la conséquence de ça, c'est qu'il y a une marge. Forcément, il te facture un prix plus élevé parce qu'il facture à la demande. Tandis que je crois que Magali, toi, tu nous raconteras tout à l'heure, il me semble que tu as fait imprimer plusieurs livres. Et du coup, le prix au nombre de livres imprimés est beaucoup plus intéressant quand tu fais imprimer plein de livres par un imprimeur que quand tu fais à la demande. Mais par contre, en effet, quand tu fais à la demande, bah, tu fais moins de marge par livre. Mais en effet, il n'y a pas de livres qui ne sont pas vendus. Et voilà, et tu n'as pas à gérer l'envoi non plus des livres C'est ça. parce que Amazon s'en occupe. Oui, parce que moi, je voulais pas partir dans tout ce truc, c'est-à-dire emballer mes livres. Je l'ai fait, hein, parce que j'ai fait une campagne, je vous en parlerai, où j'ai fait l'envoi de livres. J'ai envoyé 25 livres. J'ai vu le temps que ça prenait. Je me suis dit, mon Dieu, je ferai pas ça tout le temps. Donc, eux gèrent tout. C'est-à-dire qu'ils gèrent tout de A à Z. Vous voulez le livre, vous cliquez, vous achetez. Moi, j'ai rien à faire, en fait. Moi, je reçois juste les royalties comme Christine reçoit de son éditeur, hein. C'est Mhm, exactement la même chose. Et le livre est toujours disponible. Voilà. Donc, il y a pas aussi cet effet de rupture de stock, puisque ça mhm, arrivait à un ami à moi l'année dernière. Vous savez qu'il y a eu un problème de pénurie de matériaux l'année dernière. mhm, Et du coup, pendant 2 mois, son livre était en rupture de stock, puisque l'imprimerie ne pouvait pas le réimprimer. Ils n'avaient pas le temps, pas les fournitures et tout. mhm, Donc voilà. Donc, vous le voulez, c'est imprimé, ça arrive en 2, 3 jours, et voilà. mhm. Donc toi, c'est kdp.amazon et là-dessus, tu t'es laissé guider, tu t'es laissé porter et tu as pu imprimer en Kindle, en papier et ensuite tu es passé sur Kobo pour l'audio et ensuite j'imagine que tu as mis les liens de tout ça sur ton site internet Exactement. et tu t'es occupé de la promotion pour faire savoir au monde que ce livre existait. C'est ça. J'ai quand même commandé à titre personnel parce qu'en tant qu'auteur, vous pouvez commander des livres pour votre usage personnel, hein. Du coup, on vous facture que l'impression, d'accord? Moi, j'en ai commandé une centaine pour en avoir quand même un petit stock chez moi pour Mhm. quand je me déplace, hein, comme disait Christine, il faut toujours avoir un livre sur soi. Ça, j'ai noté. Parce que le seul jour où j'en avais pas, eh ben, tout le monde me l'a réclamé. Donc, euh, donc voilà. Donc, ayez toujours un petit stock quand même pour vous, même si vous utilisez le service comme ça. Super. Merci Lydia. Magali, comment tu as fait toi quand tu as pris cette décision d'auto-éditer? Ça a été quoi ta démarche? Tu as commencé par quoi? Vers où tu es allé? Ben moi, c'était très différent parce que moi, j'aime bien justement l'objet papier, en fait. Le toucher, je voulais pouvoir choisir. Ici, on me dit souvent que mon livre est très doux. Il y a une double... enfin, il y a un retour, comme on dit, à la couverture. Et moi, j'aime vraiment bien toucher l'objet, avoir l'objet, pouvoir le transmettre, etc. Et donc, j'ai plutôt fait la démarche, en fait, d'en parler sur les réseaux pour voir un peu le nombre de précommandes que je pouvais avoir, parce qu'évidemment, quand on imprime, ce qui est difficile, c'est de savoir la quantité à imprimer. Et au départ, je m'étais dit, oh, j'en ferai 250, 300. Et puis, j'avais déjà une centaine de précommandes.
Donc, je me suis dit, ça va être un peu juste, je vais en faire 500. Et puis, en allant voir l'imprimeur, j'ai eu les prix pour 500, 750 ou 1000. Et puis, évidemment, plus on commande, plus le prix diminue. Je me suis dit, oh, je vais quand même en prendre 1000, on verra. Et finalement, je m'étais dit, oh, ça mettra 5 ans pour les vendre. Donc, moi, j'en ai envoyé, à mon avis, 500 par courrier. J'ai trouvé un petit système en Belgique, on a une enveloppe prépayée, cartonnée, qui est très facile, mais c'est vrai que je l'ai eu le 13 décembre, j'ai eu beaucoup de commandes pour la fin de l'année. À Noël, j'en ai envoyé, je crois, 350 en 2 semaines. Donc c'était un peu de travail, mais moi j'aime bien l'emballer, mettre un petit mot. C'est une démarche que j'aime bien. Et aujourd'hui, en fait, il me reste 6 boîtes de 30, donc 180 livres. Donc c'est pas mal. Je pense qu'il y en a plus ou moins 700 qui sont vendus et les autres qui sont en dépôt. En fait, à ce moment-là, j'ai fait les démarches d'aller dans des librairies près de chez moi, dans ma région d'origine, dans d'autres endroits. Et l'accueil est vraiment chaleureux. Ça, j'étais très étonnée. Ils n'en prennent pas beaucoup, mais en général, ça se passe super bien et c'est très chouette. J'ai encore une librairie ici à 50 km de chez moi qui a fait une séance de dédicace samedi dernier. On était 8 auteurs de la région et tous ces échanges sont vraiment très riches à chaque fois. Donc, je suis contente d'avoir fait cette démarche. Donc, toi, Mais j'ai aussi pensé à Amazon et tout ça, et je me dis peut-être que la prochaine étape, ce sera ça, le jour où le stock est vendu, parce que finalement, peut-être qu'il sera vendu en un an, Mhm. enfin, voilà, vu comment ça se passe. Évidemment, dans les premiers livres, il y en a beaucoup qui sont vendus aux connaissances, hein, ça, c'est tout à fait normal. Et puis, comme on disait, cet objet de livre, je trouve que ce qui est génial, c'est que ça peut aller partout. C'est un budget abordable pour tout le monde. Des fois, j'ai été déposée dans des maisons tellement différentes, avec des gens tellement différents. Je trouve ça vraiment extra. Et alors, l'auto-édition permet d'avoir un contact direct avec le lecteur, évidemment. Parce que moi, en fait, ce que j'ai fait, j'ai créé un site internet avec un moyen de paiement. Comme ça, les gens pouvaient commander directement et là, il est envoyé par la poste. Et puis, soit ils peuvent venir le chercher chez moi, soit en librairie. Et ça, je communique sur les réseaux pour dire où il est déposé, quoi. Mhm. Donc, On va parler tout à l'heure du lancement et de ce que vous avez fait pour lancer. ouais, Toi, juste pour concrètement, donc la première chose que tu as fait, c'est que tu as cherché à évaluer combien d'exemplaires tu allais avoir besoin. oui, Et ensuite, tu as trouvé un imprimeur, c'est ça, local? oui, Voilà. oui. L'imprimeur t'a aidé avec la mise en page ou tu l'as fait Non, ça, toi-même? Tu l'as fait avec en fait, j'ai quelqu'un? une amie qui est graphiste et D'accord, qui voulait absolument m'aider dans mon projet. Et donc, elle a fait ça avec moi, quoi. On a fait ça ensemble, ouais. Et d'accord. alors, l'étape de la couverture aussi, parce qu'en fait, je parle de l'art et l'interprétation de l'art dans mon livre, parce que j'avais déjà essayé des couvertures, et puis à un moment, ça a été comme une évidence, ah, mais pourquoi je ne mettrais pas une œuvre d'art? Et cette œuvre qui est de Gillian Warzé, qui est en fait infirmière à mi-temps et artiste à l'autre mi-temps, j'avais acquis l'œuvre déjà au moins une année avant et je lui ai demandé, je lui ai expliqué le projet. Elle a tout de suite été très enthousiaste et elle me soutient vraiment, donc c'est très chouette. Ouais. Mhm. Super. Je serais aussi curieuse, on pourra en parler un petit peu, mais après que Ida ait parlé, mais la question qui me vient, c'est quel est le coût en fait d'auto-éditer? Combien ça vous a Oui. coûté d'arriver à avoir des livres entre les mains? Donc Ida, je te demande d'abord de répondre et puis après on abordera cette question du coup. Oui. Rappelez-le si j'oublie, hein. Oui, alors il y a des choses qui sont similaires. Après, peut-être pour citer d'autres plateformes, bien que moi aussi je suis maintenant sur Amazon KDP et je n'ai pas d'action, mais je dois dire que c'est quand même extraordinaire leur mode de fonctionnement. Je pense que voilà, j'ai testé une autre plateforme. Bon, il n'y a pas photo, c'est pas pour rien qu'ils sont là où ils sont. Mais voilà, donc, d'abord, au départ, je connaissais pas du tout ça. Donc, j'avais demandé à mon assistante de chercher et on avait trouvé donc une autre plateforme qui s'appelle Book on Demand. Voilà, donc qui fonctionne bien aussi, mais qui est beaucoup moins agile, très clairement. Et surtout, tu vois, on parlait des royalties, ça me coûtait justement plus cher. Enfin, ça me coûte plus cher parce que mon premier livre est là et restera là pour le moment. Voilà, donc je récupère moins sur mon premier livre que sur le second.
Enfin, même sur tous les autres, puisque les 3 premiers sont sur Book on Demand. Je me suis fait aider de mon assistante pour toute la partie mise en page, création de la couverture. Alors, vraiment, pour le premier, on a fait ça tout simple. Je dis le premier, mais il y a eu aussi voilà, la thèse et les recueils d'articles. On est sur Canva, en fait, hein, tout simplement. Et c'est mon assistante qui n'est pas graphiste qui a fait les couvertures et on est plutôt contente. Parce que vous connaissez Canva, Euh, Monique, Nathalie, Aline, vous connaissez Canva comme outil? Donc Canva, c'est un outil pour créer des visuels, mettre en forme des images, mettre en forme des plaquettes. Et donc, je ne savais pas qu'ils avaient en effet donc, la possibilité de mettre en forme un livre. Super. Ouais, donc ça vraiment magnifique, ça nous a beaucoup aidé. Et ensuite, alors pour la petite anecdote, moi j'ai fait relire le livre par ma babysitter qui était en fac de lettres. Donc un jour je lui dis, mais au fait, tu voudrais pas relire mon ouvrage toi parce que j'ai besoin que quelqu'un corrige mes fautes d'orthographe et de syntaxe. Et donc voilà, c'est ma babysitter qui a relu l'ouvrage. Voilà, donc ça c'est la manière dont on a travaillé pour Femmes-S, pour le doctorat et pour les articles. Après, pour l'école des femmes dirigeantes de leur vie, je suis passée à quelque chose, disons, un peu plus professionnel. J'ai travaillé avec une agence, j'ai travaillé avec quelqu'un qui fait du branding. Voilà, il y a eu vraiment tout un travail autour de l'objet, autour du choix des couleurs, du choix de la calligraphie. Il y a un graphiste qui a travaillé aussi sur la mise en page intérieure. Donc, voilà, on rentre dans quelque chose de plus professionnel, ce qui est donc possible aussi en auto-édition. Et ça, je trouve que c'est intéressant aussi de le voir. Et on est passé sur Amazon KDP et en effet, voilà, c'est agile. Voilà. Hmm. Super. Et donc, c'est la question de l'argent, parce que un des arguments parfois, c'est de dire quand tu passes par un éditeur, c'est l'éditeur qui prend en charge tous les frais. De refaire lire ton livre, de le mettre en page, de le retravailler, de faire la couverture, de mettre le livre en rayon dans les librairies. Enfin voilà, tout ça, c'est l'éditeur qui prend en charge tous ces frais et qui ensuite, tu fais un deal avec l'éditeur par rapport à tes royalties et éventuellement une avance sur royalties que l'éditeur te propose ou pas. Souvent, quand c'est un premier livre, il n'y en a pas ou elle est très petite. Et puis voilà. Donc, en général, c'est ça la négociation financière en tout cas. Donc là, ce que Mm. j'entends avec vous, c'est que Amazon a aussi un système de royalties. Donc, je serais curieuse, si vous le souhaitez, mais si vous préférez décliner, c'est tout à fait OK, mais d'avoir une idée de à quel montant on s'intéresse. Je sais que quand on passe par un éditeur, en général, un auteur qui n'est pas très connu, qui va publier son premier livre, on va lui proposer des royalties entre 5 et 8%. Et si on a 8%, c'est tout à fait acceptable quand on passe par un éditeur. Donc, je serais curieuse de savoir, après, si on est plus connu, si on a un peu de levier pour négocier, on peut monter. Mais c'est très difficile de passer au-delà de 12%, 13% avec un éditeur. Là, on parle d'un pourcentage du prix de vente. D'accord, hors taxe. Donc, voilà, je suis curieuse de savoir combien ça Ouais. coûte. Enfin, est-ce que vous avez une idée ou comment ça s'est passé pour vous, de combien ça vous a coûté de publier votre livre et puis quelles sont les royalties, combien vous gagnez par livre euh, une fois qu'il est Je veux vendu. bien poursuivre là-dessus. Moi, j'ai un livre enfin, les livres, je les ai mis à 19,90 €, quelque chose comme ça. Sur Amazon KDP, j'ai 8 € sur un livre papier et le Kindle, je crois que je l'ai mis à 6 € et j'ai 1,50 €. Donc, c'est quand même très intéressant, en fait, hein, comme part, hein. Oui. Et quand je fais une commande, donc en effet pour moi, pour avoir des livres disponibles, là je vais faire une présentation en librairie. Alors ça, on en parlera peut-être aussi, mais c'est possible après aussi de revenir vers la distribution classique. Il faut aller faire du porte-à-porte, etc. Mais y compris à la Fnac, on peut avoir des livres auto-édités, enfin avoir un petit stand. Voilà, tout est fonction de la relation qu'on va aller entretenir avec voilà, ceux qui ont pignon sur rue, mais c'est possible. Et donc là, voilà, je commande des livres et le livre est à 2,50 €. Donc c'est quand même assez intéressant, parce que Oui. si je l'ai à 2,50 € et que je le vends moi à 19 € quand je suis soit en conférence, soit voilà, ça fait quand même 16 € et quelques. Enfin, je vous laisse Oui. faire le calcul savant. Voilà, donc ça, c'est quand même assez intéressant. Après, sur celui de cette Tandis que année, moi, je peux acheter mes livres à hmm, mon éditeur, mon propre livre, avec une remise de 30%. D'accord? Donc, ça veut dire qu'un livre qui est vendu 13 € ou 12 €, je vais l'acheter 8,90 €. D'accord? Je vais jamais pouvoir avoir mon propre livre à 2 € comme tu viens de l'expliquer.
D'accord? Oui. Donc, j'ai une petite Ah oui. remise. Voilà. Oui. Mhm. Voilà. Après, je dirais qu'il y a, enfin moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est que on pouvait avoir une échelle d'investissement relativement basse. Ça a été le cas du premier. Bon, j'ai fait travailler mon assistante, ça m'a coûté 15 euros de l'heure. Alors, je sais plus combien d'heures elle a travaillé pour me mettre en page mais voilà, on va dire quelques centaines d'euros pour ça, pour la relecture et la mise en page, etc. Et puis ensuite, ben, le fait de mettre sur la plateforme Book on Demand, c'est pas payant en fait. C'est les royalties qui vont permettre de payer la plateforme. Donc, je dirais que l'investissement à ce moment-là, ça a été assez bas finalement pour le premier. Après, le deuxième, j'avais aussi un autre objectif par rapport à ce livre-là. Donc là, je dirais que j'ai un peu mis le paquet et c'est un autre type d'investissement. Je suis en dizaines de milliers d'euros, mais on est sur autre chose aussi. Donc, c'est pas du tout obligé d'aller là-dessus. Ça dépend aussi de quel est l'objectif stratégique qu'il y a derrière, si c'est un objectif business, si c'est un objectif de développement, si c'est un objectif de visibilité, enfin voilà. Mhm. Donc tout est possible, j'ai envie de dire. C'est ça que je trouve assez intéressant, c'est qu'on peut aussi vraiment mettre la jauge là où on veut la mettre. Mhm. Super. Ouais, moi je vais suivre si tu n'as pas de questions, hein, Christine, hein, et si tu as C'est bon. terminé, Ida, sur ce que tu dis, c'est vrai qu'avec KDP, les royalties, en gros, c'est 70%, si je ne me trompe pas, hein, du prix de vente, hein, puisque en fait le reste. Alors, il faut enlever le prix d'impression d'abord, hein, parce qu'il y a le coût d'impression et le coût d'envoi. Et sur ce qui reste, il va rester 70%. Donc, en gros, tu vois, pour un livre, moi, il est à 14,90. Je dois toucher environ 6 euros sur un livre comme ça. D'accord. Moi, je Voilà. touche à peu près 1 euro par livre. Pour vous donner un comparatif, moi, je touche à peu près 1 euro par livre. Après, le coût va dépendre aussi de la taille du livre. Il faut savoir que plus votre livre est volumineux, plus c'est cher. Enfin, plus c'est cher à l'impression, ce qui est logique, hein, c'est le nombre de pages, tout ça. Et puis après, ça va dépendre du prix que vous allez estimer. Effectivement, le coût, moi je te rejoins, Ida, on peut partir de très très bas, c'est-à-dire quasiment rien, Mhm. suivant qui est impliqué dans le projet, jusqu'à très élevé. Moi, en gros, j'ai estimé ce que j'ai payé, parce qu'il y a ce qu'on paye pas et il y a ce qu'on paye en temps. Et il faut compter les deux. C'est-à-dire ce que vous allez dépenser en argent, c'est ce que vous n'allez pas dépenser en temps. Et c'est ça aussi que je voudrais mettre l'accent là-dessus parce que voilà, pour faire les dessins et tous les schémas, parce que moi il y a beaucoup de schémas dans mon livre, j'ai payé une illustratrice donc, qui m'a fait le schéma. Voilà, moi je lui ai fait un truc très brouillon à la main avec des copier-coller d'images que j'aimais bien et puis elle m'a fait une vraie image. Les schémas, c'est pareil, hein, je lui ai envoyé des photos de mes schémas à la main levée qu'elle a retravaillé. Et j'ai payé quelqu'un pour faire toute la maquette, ce qu'on appelle la maquette du livre, hein, toute la mise en page. Voilà. Et j'ai dépensé à peu près 1 000 euros pour tout ce travail-là. D'accord? Après, derrière, il y a des gens bénévoles, donc je suis bien entourée. Donc, j'ai un auteur qui m'a entièrement relu, donc un auteur qui avait déjà écrit 4 livres, publié, édité par plusieurs maisons d'édition. Donc, lui, il avait l'habitude de ce travail de correction qui est fastidieux. J'ai une autre amie aussi qui est dans les lettres, donc ça aide, hein, et qui a aussi relu et corrigé. Et malgré tout ça, je trouve encore des coquilles. Donc, vous inquiétez pas s'il y en a, il y en a toujours. Donc voilà. Et après, moi, j'ai recorrigé derrière tout ça. Donc, tout ce temps de correction, c'est tout le travail que fait la maison d'édition, en fait. Enfin, il faut pas le négliger. Parce que c'est vrai que souvent, on se dit, bah, je vais faire des économies en le faisant moi-même ou pour d'autres trucs. Non, vous allez faire des économies d'argent, pas des économies de temps. Parce que le Mhm. temps que j'ai passé à corriger, et je l'ai dit et je le disais l'année dernière au mastermind aux filles, j'ai passé quasiment le double du temps à corriger par rapport au temps que j'ai écrit. Mhm. Donc c'est quand même énorme. Voilà. Et prenez-le en compte, vous qui êtes en train d'écrire, c'est qu'en fait, écrire pour moi, ça a été la partie la plus plaisante et la correction, ça a été la partie la plus déplaisante. Mhm. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est pas négligeable. Et puis après, bah, il y a tout le côté que la maison d'édition fait, c'est-à-dire aller dans les librairies, promouvoir votre livre et tout, que vous allez devoir faire. Donc c'est du temps pour vous à prendre en plus, hein. Et le temps, bah, des fois, c'est précieux. Donc voilà, la maison C'est ton d'édition fait ce sujet. travail. Non, mais c'est mon sujet. Mais c'est pour ça, parce que quand tu me dis, Christine, toi, que tu touches que 1 euro, oui, je comprends qu'on peut se dire, ah bah dis donc, c'est plus rentable de vendre en auto-édition.
Ça va dépendre combien vous en vendez. Déjà, il faut déjà amortir le livre, hein. Moi, aujourd'hui, j'en ai vendu une centaine d'exemplaires. Il est sorti en mars, ça fait 6 mois. J'en ai vendu une centaine. Je suis très heureuse, hein, de ce résultat-là. Après, voilà, si je veux amortir le coût, il va me falloir, si j'en vends que 100 par année, il va me falloir presque 10 ans, quoi. Vous voyez? Donc, Sauf que dans ton cadre particulier, chaque livre vendu t'aide avec ton business parce que toi, c'est lié avec ton activité. Donc, ça te positionne en tant qu'expert, ça te tout à transmet, ça fait. t'amène des clients, c'est une carte de visite. Donc, c'est un investissement. C'est pas juste de récupérer ses billes avec le livre. Je dis souvent, hein, on ne gagne pas de l'argent avec un livre. On Non. gagne la valeur créée, elle est créée ailleurs. Soit, comme dit Magali, avec le fait que ce vécu qu'elle a vécu dans sa vie est transformé en quelque chose de précieux maintenant, qu'elle peut remettre entre les mains d'autres personnes et toutes ces histoires de personnes qui peuvent lui raconter à quel point ce livre a pu les toucher, bon, bah ça vaut de l'or. Et on ne cherche plus à récupérer. Mais voilà, il y a quand même la question de l'argent et il y a la question de où est-ce qu'on met notre énergie et où est-ce qu'on met de la valeur sur les choses. Et en effet, une partie de ce que fait l'éditeur, c'est intéressant pour certaines personnes de ne pas le faire. Moi, je ne pourrais pas aller dans les librairies, je suis à 10 000 km des librairies, donc de toutes les façons, ça ne serait pas une option. Donc, J'ai super. Magali, interroge aussi- vas-y pardon. Nathalie. Vas-y J'aurais Nathalie. une question auprès de ce lien avec les librairies, en fait. Je crois que j'avais vraiment un a priori, comment dire, une fausse croyance que quand on est en auto-édition, les libraires n'acceptent pas nos ouvrages. Alors, ça dépend des librairies. En fait, bon, il y en a une qui m'a claqué la porte au nez, mais voilà, une pour l'instant. Oui. Et la majeure partie du temps, moi j'en ai vu 5 pour le moment. J'en ai pas vu beaucoup parce que j'ai fait ça au mois de juin. Je me suis rendu compte que c'était pas la bonne période parce qu'ils sont très sollicités à cette période de l'année, donc je reviendrai plus tard. Et en fait, bah, il y en a qui te disent carrément non parce qu'ils n'ont pas envie, parce qu'ils m'ont dit, et ils ont été très honnêtes avec moi, hein, même si, voilà, c'est qu'en fait, ils me disent, bah oui, mais si votre livre, il est disponible sur Amazon, quel intérêt à ce que les gens viennent l'acheter dans ma librairie? Je leur ai dit, c'est votre choix, je le respecte, et je n'ai pas insisté. Voilà, je te dis ça. J'ai une autre librairie qui est proche de chez moi, à 10 km, avec qui je suis en partenariat, où j'ai déposé mon livre. J'ai été déposer mes livres, j'ai été très bien accueillie. J'ai déjà fait une séance dédicace chez eux. Je reviens le mois prochain refaire une autre séance dédicace. Voilà. Donc l'accueil va dépendre de la personne qui dirige la librairie et de son envie de faire rayonner ton livre ou pas. C'est juste ça. Et je voulais aussi clarifier, vous avez toutes, je ne sais pas si c'est le cas aussi pour Magali, mais je pense que c'est le cas pour Ida. De toute façon, je pense que pour Amazon, vous n'avez pas le choix. Vous avez bien un numéro ISBN, c'est-à-dire que votre livre est référencé. Voilà, donc ça permet le fait que vous ayez un numéro ISBN. Je pense que c'est ce qui permet aux librairies de vous rentrer au catalogue et de Oui. pouvoir vous avoir dans leur inventaire. Si vous n'aviez pas de numéro ISBN, ils n'arriveraient pas à vous vendre parce que vous n'êtes rien. Ils ne savent pas comment vous référencer, comment Mhm. vous Mhm. utiliser et comment vous... Oui, c'est ça la première démarche à faire, c'est d'acheter ce code ISBN avec un code barre qui permet aux libraires facilement de pouvoir l'encoder et le vendre. Mais effectivement, moi, j'ai été super étonnée de l'accueil chaleureux et positif en général que j'ai eu pour mon livre. Après, ils ne prennent pas des quantités énormes. S'ils prennent 3 bouquins, 5 bouquins, 10 bouquins, ça dépend un peu des endroits. Mais moi, en général, ça se passe super bien. Et j'ai 2 librairies ici tout près de chez moi qui m'en ont déjà vendu une quinzaine et qui m'en redemandent. Donc, c'est chouette, quoi. Et en général, les librairies prennent plus ou moins, enfin, ça dépend un peu, mais 30% plus la TVA. Et moi, pour parler sous, je ne sais pas exactement combien je gagne sur mon livre. Parce que c'est vrai que le temps que j'ai investi, moi je compte que la formation, elle est aussi investie pour ce livre, le temps pour le graphisme, les allers-retours, les relectures, le temps d'aller le déposer, de l'envoyer. Je ne sais pas exactement combien je gagne. Mais moi je l'ai quand même mis à 24 euros. En auto-édition, on peut choisir son prix. J'ai beaucoup, beaucoup hésité sur le prix. Et moi, ça me paraissait juste par rapport à tous les frais que j'avais engagés. Et en fait, les gens, je crois en général, s'ils veulent acheter un livre, ils vont pas se dire ah non, je l'achète pas parce qu'il est à 19 et il est pas à 15. Ils ont envie d'acheter le livre, ils vont pas faire une différence énorme s'il y a Je 5 pense que ça dépend ou... des sujets. Je pense que c'est pas toujours vrai. Ça Ouais. dépend du sujet. Je pense que toi, tu es sur un sujet très touchant, très émotionnel.
Oui, ça c'est ou possible. si la personne voilà, a envie d'être touchée par ton histoire, il y a l'émotion est là, Oui, la rencontre avec toi, ton histoire fait que les gens, là, on est sur du priceless. Tu vois, on est sur, j'ai rencontré cette auteure, elle a eu ce vécu, elle en raconte, elle en parle de manière tellement formidable. J'ai envie, j'ai besoin de cette énergie, quoi. J'ai besoin de cette mm, énergie, il me mm. la faut. Oui, oui, c'est sûr que oui, il y a une émotion qui est liée, quoi. Et alors pour les envois par la poste, ben ça je fais payer l'envoi, donc ça c'est franco Mhm. et ça n'engendre pas de frais, quoi. C'est juste la manipulation et tout ça de l'envoi. Moi, Aline, j'ai tu as une une petite question? question, oui. Oui. Euh, Quand vous dites je le dépose à la librairie et il me les revend, est-ce que ça veut dire que lui, il t'en achète 10, je sais pas, hein, Non, et qu'après moi en général c'est sous forme de dépôt. Donc tu les déposes et c'est voilà, il t'appelle en disant voilà, j'en ai vendu 10 et ouais, puis je te dois tant. Enfin, ouais, c'est ça c'est l'idée. plutôt moi qui appelle. D'accord, Parce que d'accord, eux, ils en ont tellement que c'est d'accord, plutôt ouais, c'est moi logique. qui vais repasser ou appeler en disant, tiens, vous en avez encore ou pas. C'est rare. Il y a 2 libraires qui m'ont déjà appelé en disant, ah ben j'en ai plus, tu peux m'en remettre. Mais sinon, c'est plutôt le contraire, la Bon, ben, démarche. d'accord, ok. Ouais. Et ça, faut savoir que Il nous, faut être proactif, quoi. Ça, c'est vrai que, à mon avis, c'est la grande. Je ne sais pas, je n'ai pas de maison d'édition, mais c'est la grande différence pour moi. C'est qu'en auto-édition, on doit être proactif. On doit soi-même aller vers les autres pour le promouvoir, soi-même aller vers les libraires, vers les gens et soi-même se faire connaître. Et ça, c'est quand même. Ça demande une grosse énergie, quoi. Beaucoup, beaucoup d'énergie, de temps et d'énergie personnelle, quoi. alors, quoi qu'il arrive, même en étant avec un éditeur, Ah ben c'est à voilà. l'auteur de promouvoir son livre. Par contre, c'est Ah ben vrai que voilà. moi, ce n'est pas à moi de le mettre dans les librairies. Le Ouais. libraire, il a un service commercial et l'avantage, c'est que eux, ils ont des commerciaux par région. Ils ont toutes les façons, ils ont rendez-vous avec le libraire 2 fois par mois ou 1 fois par mois. Le libraire les attend parce qu'ils ont besoin que leurs fournisseurs leur mettent des livres en rayon. Et donc, quand le libraire, le commercial a rendez-vous avec le libraire, il va mettre votre livre en rayon et si votre livre marche bien, 3 mois plus tard, il va essayer de le remettre. Donc tout ce travail de Ouais. combien t'en as vendu, est-ce que t'en veux plus, eh ben, c'est le commercial qui, lui, de toutes les façons, va chez le libraire, il a une relation avec le libraire, il va chez lui tous les mois. Mm. Et donc ça, tout ce travail-là, en effet, vous n'avez pas à l'avoir. Par contre, se mettre en avant, faire des conférences et publier des articles de blog, faire des vidéos, aller à la rencontre de son lectorat, ça, que vous soyez publié par un éditeur ou pas, ça reste à la charge de l'auteur. Et de Mhm. plus en plus, avant, les éditeurs étaient ouverts à publier des livres et à ce que l'auteur ne fasse que écrire, que l'auteur ne soit que auteur. De plus en plus, le monde de l'édition est en train d'être de plus en plus challengé, d'être de plus en plus tiraillé. Et de plus en plus, ils vont d'ailleurs, c'est une vraie conversation que j'ai moi avec mon éditeur, ils vont aller publier des livres d'influenceurs. Et l'avantage d'un influenceur, hein, c'est que la Ah oui. personne qui a 100 000 followers ou qui a 1 million de followers sur Instagram, elle publie un livre. Son livre, il n'est peut-être pas terrible, mais dans les 48 heures, ils vont en vendre 5 000. Et après, peut-être qu'il ne se vendra pas parce que voilà, le livre, mais la personne est un influenceur, elle influence les gens, elle écrit un livre, 5 000 livres sont vendus. Ben, pour un éditeur, sortir un livre et en vendre 5 000 en 48 heures, c'est extraordinaire. Donc, il y a une vraie problématique pour les auteurs, même en passant par l'édition aujourd'hui. Et il y a toujours cette question dont j'ai déjà commencé à vous parler dans le cadre du Mastermind et qu'on va continuer, qui est de comment je développe ma plateforme. Qu'est-ce que moi je vais faire pour faire connaître mon livre? Et ça, c'est Mm. vrai qu'on soit auto-édité ou passé par un éditeur. Quand on est auteur aujourd'hui, si on a le désir, il y a les gens qui écrivent leur livre en disant, moi, je veux juste que le livre soit accessible pour ceux qui ont envie de le lire. J'ai juste envie de le distribuer autour de moi. J'ai pas d'attente particulière à ce que combien de personnes vont le lire. Mais si vous écrivez un livre avec vraiment l'ambition qu'il y ait beaucoup de gens qui le lisent parce que voilà, vous vous sentez en mission par rapport au message que vous portez dans ce livre, eh ben, la question de comment est-ce que je vais en parler, comment est-ce que je vais faire savoir au monde, parce que même quand votre livre il est sur Amazon, il faut que vous réalisiez qu'il est caché derrière des millions de pages. Il est caché dans l'Internet, dans le méandre de l'Internet. Et donc, Mm. comment est-ce que vous faites en sorte que le public est au courant que ce livre existe? Donc ça, c'est la grande question de la plateforme. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On va en reparler dans le cadre du Mastermind. Mais ça, c'est vrai que c'est valable pour tout le monde. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions pour l'instant, Nathalie? Enfin, est-ce que vous avez une question qui vous brûle les lèvres avant que j'enchaîne avec celle que moi j'ai en tête?
Bah, moi, on a parlé de prix, etc. Mais en fait, je sais pas, on peut avoir une idée d'un budget, par exemple, que vous avez engagé pour votre livre chacune? Pour le premier, peut-être pas le deuxième, Mais, Ida avait dit hein, mais quelques d'à peu centaines près. d'euros, c'est ça? Ida t'a dit quelques centaines d'euros Bah, pour ton premier? le premier, si je mets aussi l'investissement dans l'accompagnement, on va dire que, allez, un peu moins de 5 000 euros, un peu moins de 5 000 euros en tout. Comprenant le mastermind. Euh, Voilà, moi je paye les frais d'envoi, par exemple, parce que, comme on a dit là aussi, c'est aussi une stratégie. mm, Derrière, il y a l'échange finalement avec les personnes qui très potentiellement peuvent devenir mes clientes. Donc, j'estime que voilà, ça fait partie aussi finalement de mon budget de communication finalement aussi. Donc voilà, donc c'est des choix qui coûtent, mais donc ouais, et le deuxième, oui, on est sur plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais encore une fois, voilà, on est sur une autre stratégie par rapport au développement du cabinet. Voilà. Là, Donc tu te sers du livre pour te positionner en termes de marketing et tu as engagé une agence de exactement. marketing qui va. Voilà, et donc on n'est pas du tout obligé d'aller là-dessus, mais c'est une possibilité. Voilà. Mhm. mm. Donc voilà, de quelques centaines d'euros à quelques milliers d'euros en fonction de ce qu'on veut faire et de quelle est notre stratégie. Alors, j'avais envie de vous demander déjà de nous parler, une question là, c'est comment ça s'est passé le lancement? Comment vous avez fait savoir que le livre existait? Comment vous avez vécu le lancement de votre livre en auto-édition? Bah, moi, j'en ai un Je veux peu. bien. Ah bah, vas-y, Magali. Vas-y Magali, vas-y Magali. Oui, j'avais un peu expliqué. Donc, moi, j'en ai parlé sur les réseaux. Et puis ensuite, au moment où il est sorti, j'avais fait des précommandes. Et au moment où il est sorti, ça a super bien fonctionné parce que j'avais déjà mon site avec déjà la plateforme de paiement. D'accord, donc tu as fait un site Euh, internet, Magali Lemaître voilà, auteur, c'est ça, Magali Lemaître voilà, .com. auteur.com. Voilà, Ouais, tu as créé, donc ça tu t'es fait aider pour faire ouais. ce site? Oui, c'est ça, j'ai pris un webmaster, ça je sais pas faire moi. Mhm. Mais, et je voulais vraiment avoir ce moyen de paiement, comme ça les gens pouvaient commander directement sans avoir des échanges d'emails et demander un virement et des choses comme ça. Là, il y a soit un paiement par virement directement ou par carte. Et ça m'a beaucoup aidé. Je recevais les listings et puis j'envoyais directement. Puis j'avais beaucoup de commandes en direct aussi par message. À un moment, j'avoue que j'étais un peu débordée au début. Mhm. Et, et puis après, j'ai contacté les médias, mais ça par contre, c'est pas évident parce qu'en auto-édition, ça les intéresse à moitié, quoi. Mhm. Donc j'ai eu quelques articles, mais plutôt dans de la presse régionale, mais enfin, c'était déjà super bien. Mais ça, contacter les médias, j'ai trouvé ça plus difficile que ce que je pensais. Au contraire des librairies où là, ils accueillaient le livre à bras ouverts, mais eux, ça ne leur demande pas d'investissement, ils le prennent en dépôt. S'ils le vendent, c'est tant mieux. S'ils le vendent pas, c'est pas grave. Mais au niveau de la presse ou de la télé, ou ça, j'ai eu plus de mal. Voilà, donc ça, c'est vrai Ouais, qu'en général, les radios et les émissions télé, ils cherchent des invités, hein, ça fait partie de leur business ouais, model. Ils ont besoin d'avoir des invités sur leur plateau ou à l'antenne. Mais en général, c'est vrai ils ont des relations en fait avec les personnes qui s'occupent du marketing chez l'éditeur. Ils ont des mhm, relations. Donc moi, chez mon éditeur, la personne qui s'occupe du marketing et de la com est en relation avec les personnes qui s'occupent des invités pour les plateaux chez Europe 1, chez RTL, dans toutes ces ouais, émissions. c'est ça. Donc voilà, elles ont des relations et donc elles ont régulièrement ces personnes au téléphone et ces personnes leur disent tiens, on fait un sujet sur la gestion du temps, est-ce que tu as quelqu'un? On fait un sujet sur les inondations, est-ce que tu as quelqu'un? On fait un sujet sur la santé, on fait un sujet, est-ce que tu as du monde? Et là, et en général, ils sont en confiance. L'éditeur va faire très attention d'envoyer vraiment des invités qui savent parler. Enfin, ils vont pas envoyer n'importe qui, parce que plus ils envoient des invités qui délivrent du contenu pertinent, qui savent prendre la parole, ben plus la personne qui s'occupe de l'émission va penser à tel éditeur Mhm, quand elle cherche un invité. Donc ça, c'est du ouais, c'est relationnel, ça. hein. Et c'est vrai que Ouais. c'est plus facile, là, clairement, quand on est chez un éditeur, parce qu'il y a ces relations qui sont construites entre les éditeurs et les responsables des émissions.
Je pense aussi que ça dépend un peu du sujet, hein, puisque moi, voilà, mon sujet est, comme tu le disais, lié à beaucoup d'émotions. Et tout le monde n'ose pas en parler. Le décès d'un enfant ou la mort d'un proche, Et d'ailleurs, j'avais eu des refus chez certains éditeurs qui disaient que le sujet était trop difficile. Oui. Mhm. Donc, ça, je dois dire que Christine m'a beaucoup, beaucoup aidé justement à, à dépasser cette peur de mon sujet qui justement est important et le fait d'oser en parler, c'était une grosse étape pour moi et je vois que les retours que j'ai sont vraiment positifs, donc ça, je suis super contente. Mhm. Ouais. Je crois que l'autre solution quand on est auto-édité, si on veut accéder aux médias, c'est de développer notre propre, donc soit faire de la parole sur scène, soit de développer une chaîne YouTube ou des réseaux sociaux, et du coup, peut-être d'être repéré par des médias, mais en fait, d'avoir déjà montré la crédibilité de je sais parler de mon sujet, il y a de l'enthousiasme autour de mon sujet, les gens ont envie de m'entendre parler de mon sujet. Et là, du coup, les médias vont être plus propices de dire, ah ben tiens, on va l'inviter sur le plateau. Et d'ailleurs, ils vont vous découvrir grâce aux algorithmes, parce que quand on est sur YouTube, eh ben, on nous trouve plus facilement que notre page auteur. Hein, notre chaîne YouTube va être plus visible. Donc voilà, c'est possible d'être auto-édité et d'atterrir dans les médias, mais on va devoir prouver, faire nos preuves, en fait. Tandis que quand on a un éditeur, ben, en fait, il y a un lien de confiance, une relation entre l'éditeur et le responsable de l'émission qui fait que nous, en tant qu'auteur, on a moins besoin de faire nos preuves par rapport à ça. Bon, je vais me relancer le challenge de faire une demande pour un TEDx alors. Ah, mais ça, c'est Parce que ton rêve, j'hésite Magali. toujours. Ouais. Ça, c'est ton rêve, Magali, et je te vois vraiment bien faire un TEDx sur ton sujet, carrément. Et je pense que c'est un vrai superbe sujet de TEDx. Ouais, Tout à fait. Hmm. c'est possible, tout est possible. Alors, qui d'autre souhaite parler du lancement? Je sais, toi, Lydia, que tu as fait une campagne. J'aimerais bien que tu nous parles de ça. Ah oui, tout à fait. Moi, j'avais fait une campagne Ulule, pour ceux qui connaissent, hein, c'est une campagne participative, hein, c'est un crowdfunding. Donc, je l'ai lancé, bon, peut-être pas la bonne période, hein, décembre, janvier, donc à cheval sur les 2 mois, ce qui permettait aux gens de faire un cadeau de Noël en décalé. En fait, moi, je suis partie sur le fait que voilà, des fois à Noël, on reçoit un peu trop de cadeaux et du coup, au lieu de le recevoir en décembre, eh ben, les gens le recevraient qu'en février ou en mars. Voilà. Il y en a qui ont apprécié l'idée parce qu'ils se sont dit, bah, c'est bien. Les gens vont ouvrir un petit papier qui leur disait, bah, voilà, on vous a commandé un livre et vous le recevrez dans 2 mois. Donc, je suis partie là-dessus. Bah, effectivement, hein, j'ai sollicité beaucoup mon réseau proche pour relayer la campagne. D'accord? Parce que c'est vrai que quand vous faites sur une campagne, c'est un délai assez court. Il faut être très actif, relancer. Voilà, c'est très chronophage, hein. Donc, je préfère le dire, hein, parce que ça veut dire que moi, j'étais tous les jours sur les réseaux sociaux. C'est pas forcément des choses que j'aime, mais j'ai appris à aimer justement. Et en fait, le fait que ce soit une campagne et que je l'ai pris comme un jeu. Vous voyez, je me disais, bon, allez, il faut que j'en vende tant. Allez, aujourd'hui, j'en ai vendu un de plus. Voilà. Et je vous disais que j'en ai vendu une centaine, et ben, j'en ai vendu quasiment 25 pendant la campagne. Donc, ça fait un quart en à peine un mois. Donc, moi, je ne m'attendais pas à ça, vraiment à tel. Pour moi, c'était beaucoup. Enfin, j'étais très surprise d'avoir autant de précommandes, parce que le livre n'était pas encore sorti, hein, on est d'accord, c'était en période de précommande. Donc, ça s'est bien passé, mais voilà, j'ai pris ça comme un jeu. Voilà, donc je vous le dis. Après, si je peux dire 2 mots sur les médias, Christine, hein, parce Oui, que j'ai bien été sûr. contactée alors par des médias, des médias web, Oui. par un premier site qui s'appelle My Happy Job Oui. il y a 6 mois, donc ça devait être Fabienne Brocaré, oui. voilà, peu de temps après la sortie du livre, qui m'a interviewée donc sur le deep work. Donc Mhm. rien à voir, enfin rien à voir, tout à voir, hein, parce que je parle du deep work dans le livre, hein, forcément. Aujourd'hui, on ne peut pas en faire l'impasse, vu que c'est la gestion du temps. Et en fait, je lui ai demandé comment elle m'avait trouvé, et du coup, ça m'a permis de placer le livre dans l'article. Parce que Mhm. je lui ai dit, bah, écoutez, moi je viens de publier un livre, est-ce que ça vous intéresse d'avoir un extrait, autre chose? Elle m'a dit, ah bah super, je vais en parler dans le livre et tout ça. Et le fait d'avoir ce média, ça a aussi déclenché des ventes derrière. Bien sûr. C'est-à-dire que les gens ont vu l'article, ils se sont dit, tiens, c'est un article de référence, c'est intéressant, pourquoi pas? Et le plus drôle dans tout ça, c'est que la semaine dernière, j'ai eu un appel de Doctissimo qui vont refaire un autre article sur le même sujet, sur le deep work, et du coup, ils m'ont re-interviewé.
Donc, c'est moi qui suis allée chercher comme expert, tu vois, c'est très Oui, marrant quand alors même. ça c'est très intéressant, les journalistes. En effet, un journaliste qui fait une émission, il va googler le sujet de son émission, il va la regarder quelles sont les personnes qui ont déjà été interviewées sur le sujet. Et ils vont pas nécessairement chercher une même personne. Donc à chaque fois qu'on a un interview quelque part, ça provoque des interviews ailleurs. En fait, parce que les journalistes se piquent leurs invités et se piquent leurs experts plutôt que d'en chercher des nouveaux. Donc ça, c'est très vrai. Et aussi, Lydia, pour rebondir sur ce que tu as dit, qui est très intéressant, c'est que très souvent, on a très envie en tant qu'auteur d'avoir une visibilité dans un média national, dans un média papier. Hein. Moi, j'ai été dans Elle, j'ai été sur France Inter, j'ai été sur RTL. Ce ne sont pas ces médias-là qui m'ont généré des ventes de livres. Par contre, ça m'a généré une notoriété, une image, d'accord, très importante qui a joué un rôle très précieux dans la réussite de mon livre. Par contre, ce sont les médias web qui génèrent des ventes. Parce qu'un média web, c'est beaucoup moins connu. Ils ont besoin de beaucoup plus de contenu. Ils ont besoin de renouveler leur contenu tous les jours, quasiment. Tandis qu'un média magazine, c'est un numéro par mois ou quelque chose comme ça. Donc, ils vont être beaucoup plus ouverts à ouvrir la porte à d'autres auteurs, des gens moins connus. D'accord. Donc, ça vous donne une chance. Et sur un média web, les gens sont sur le web déjà. Et quand il y a le lien de votre livre, ils cliquent, ils commandent. Tandis que quand vous êtes dans votre voiture et que vous entendez Christine Levicky sur France Inter parler de J'arrête de râler, il va falloir que vous vous souveniez en rentrant chez vous de cette conversation. Et en général, vous êtes passé à autre chose parce que vous avez déjà 10 000 conversations dans votre tête et 50 000 trucs à faire. Et du coup, la probabilité que vous commandiez le livre, en fait, est beaucoup plus éloignée. Sauf si, ça c'est un conseil que m'avait donné Laurent Gounel, sauf si vous vous retrouvez dans les relais H, dans les gares, parce que là, les gens, ils se souviennent qu'ils vous ont entendu sur RTL, et là, ils tombent sur votre livre qui est très facile d'achat. C'est payé en 2 secondes et ils l'emmènent dans le train. Mais voilà, donc c'est intéressant de savoir de ne pas négliger les médias web qui sont peut-être moins classe ou tout ce qu'on veut ou j'en sais rien, mais qui en fait génèrent plus de ventes de livres. Donc et chaque article génère d'autres articles, d'autres interviews. Ok. Quoi d'autre sur le lancement? Comment vous avez vécu le lancement? Comment vous avez vécu le fait voilà, de faire savoir au monde? Est-ce que vous avez des choses qui ont marché ou qui n'ont pas Moi, je marché? parlerai des réseaux sociaux, vraiment d'utiliser la plateforme des réseaux sociaux. Moi, je suis beaucoup sur Facebook, LinkedIn. Je maîtrise pas Insta, j'y arrive pas, mais je pense qu'Insta est aussi une formidable plateforme pour communiquer et de vraiment s'amuser. Moi, je fais régulièrement la lecture de mes livres, l'été, en fait. Voilà, donc j'ai dû le lire sur deux étés consécutifs. Donc, du coup, ça fait comme une rencontre quotidienne pendant un mois. Je lis un passage, ça me permet de faire de la pédagogie autour du sujet aussi, et puis de dire achetez le livre, et puis de dire prenez rendez-vous avec nous si vous voulez. Donc, enfin voilà, il y a pas mal de choses d'entretenir en fait un lien avec son audience. Via les réseaux sociaux, en montant un groupe Facebook, en faisant des lives. Voilà, moi, enfin, vraiment, j'ai découvert les réseaux sociaux il y a 4 ans et dépasser la peur de me montrer et puis voilà, d'écrire sans être contrôlée, parce qu'encore une fois, pour moi, l'enjeu, c'était vraiment de pouvoir écrire en mon nom sans avoir été relue par 15 000 personnes qui, du haut de leur montagne, disent c'est bon, tu as le droit de parler. Voilà, une fois que j'ai dépassé ça, je me suis vraiment amusée sur les réseaux. Christine, merci, tu m'as invitée à ton podcast aussi. Et il y a aussi toute cette dynamique qui se joue après, justement, entre les auteurs qui s'invitent, qui font des podcasts ensemble, voilà, c'est aussi génial parce que c'est plein de rencontres. Voilà. Et après, je rejoins sur les médias, c'est quelque chose que j'ai essayé, enfin que j'essaie d'ailleurs, j'essaie toujours. C'est pas évident et pourtant j'ai pris un attaché de presse et c'est vrai que je pense que le côté auto-édition là n'aide pas sur cette percée hein, qu'on tente. Donc ce qu'on a pu faire au niveau média, c'est des petites radios. Donc ça c'est pas mal aussi. Enfin voilà, petite radio web, euh, oui c'est ça, tout ce qui est journaux en ligne et tout. Je pense que là ils sont preneurs. Après, sur les grands médias, moi, je suis allée sur du sponsorisé parce que là aussi, je voulais travailler sur la partie image, notoriété, positionnement, etc. Et donc, voilà, j'ai investi à cet endroit-là. Donc, le Mais bon, sponsorisé, pour voilà, une fois qu'on fait clarifier, hein, moi, l'investissement.
Le Voilà. sponsorisé, pour clarifier, moi je reçois souvent des sollicitations de médias comme Psychologie Magazine ou des Capital, enfin des médias connus, hein, qui nous proposent que nous on les paye 1000, 2000, 3000 euros pour écrire un article qui va mettre en avant notre sujet et nous mettre en avant. D'accord? Donc ça, c'est des articles sponsorisés. C'est ça dont tu parles, Ida, hein? Oui, oui, c'est ça. Donc ça, c'est pareil, c'est un choix de stratégie. Je l'ai fait, j'ai pas vocation à le refaire, mais voilà, je l'ai fait parce qu'à un moment donné, j'avais besoin, envie de me positionner à un certain endroit. Et du coup, bah, dans mes pages web, maintenant, je peux mettre Figaro Madame. Voilà. Bon, voilà. Voilà, c'est des choix marketing, tout à fait, choix Mm, business. Très bon. mm. C'est important de savoir hein, qu'il faut avoir de l'audace, il faut prendre des risques et parfois on tente des choses, il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Et des articles sponsorisés dans la presse, c'est aussi un moyen d'être dans des grands médias. On paye, mais on est dedans et après, bah, on est dans l'article une fois, mais après, pendant 10 ans, on peut mettre sur notre site qu'on a eu un article dans ce média et ça nous apporte une crédibilité. Et après, les médias ne prennent pas non plus n'importe qui, hein. Ils ne proposent pas non plus ça à n'importe qui. Ils valident quand même derrière, c'est leur lectorat, c'est leurs clients. Donc, ils valident quand même à qui ils proposent ce genre d'article sponsorisé. Et le fait d'avoir écrit un livre aide énormément. Parce que le média se dit, si cette personne a écrit un livre sur le sujet, c'est quand même, il y a quelque chose de crédible derrière et de valide derrière. Et c'est vrai que Super. ça crée des rebonds par ailleurs. Voilà, après, j'ai eu des petits articles dans des petits journaux, mais qui sont venus parce que, bah voilà, tiens, sur LinkedIn, ah, Ida Gennari, pof, je peux appuyer dessus. Bonjour madame, est-ce que vous voulez nous parler des hauts potentiels, voilà, sur les dirigeants à haut potentiel? Ah, bah oui, c'est mon cœur de métier. Bon, voilà. Donc, ça fait quand même des ricochets qui sont intéressants, qui n'étaient pas directement sur le bouquin en l'occurrence, mais Mhm. bah, qui font toujours une présence, quoi, Mhm. médiatique. Mhm. Super. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur le lancement? Non, mais moi, je pense aussi qu'il ne faut pas négliger tout ce qui est proximité, en fait. Ses propres proches qui peuvent être ambassadeurs et tout ce qui est revendeur très proche, en fait. Parce que moi, je vois les librairies proches de chez moi, ça fonctionne super bien. Mhm. Et j'ai fait des séances de dédicaces là. Et c'est super chouette et ça leur fait plaisir aussi et à nous aussi voilà, de rayonner autour de chez soi en fait. Il Oui. faut oser, voilà, il faut Mhm. passer le pas quoi. Mhm. Mhm. Et même les clients aiment acheter le livre de quelqu'un qu'ils connaissent, qui est du Oui, coin, oui, qu'ils ont voilà. rencontré. Il y a un lien. On est Ouais, vraiment assoiffé de liens. oui, Donc, tout à super. fait. Oui, Ida? En proximité, ça me fait penser aussi aux mairies. Le journal enfin voilà, c'est être en contact avec la personne à la mairie qui s'occupe de votre sujet. Ben, enfin moi ça a été le cas. J'ai pu avoir un article dans le journal de la ville. Et puis après, pourquoi pas, j'ai eu une rencontre avec le maire. Ça peut faire une conférence organisée par la mairie. Enfin, ouais, en effet, cet aspect proximité, que ce soit avec Ouais. les commerçants ou les élus locaux. Enfin, il y a pas mal de choses à faire à ce niveau-là aussi. Ouais. Mhm. Super. Alors, le temps passe. J'avais envie d'élargir un petit peu le sujet à la fin et de vous mettre un peu dans le rôle de Big Sisters. Donc, c'est-à-dire les Big Sisters, c'est celles qui sont passées avant, quoi, qui ont quelques années d'avance, qui ont une longueur d'avance parce que ben voilà, vous avez fait le mastermind, vous êtes allé au bout d'écrire le livre et vous êtes allé au bout de le publier et de le faire éditer et de le transmettre. Et donc, vous avez là devant vous, aujourd'hui, mais il y a peut-être des personnes qui écouteront l'audio à un autre moment, des personnes qui n'ont pas encore écrit leur livre ou des personnes qui sont en train d'écrire leur livre, des personnes qui sont peut-être dans le doute et dans la confusion la plus totale par rapport à leur livre et vous êtes passé par là, donc vous savez exactement de quoi je parle. Et donc, voilà, est-ce que vous auriez un conseil ou quelque chose que vous avez compris, quelque chose que vous avez dû apprendre ou que vous avez dû comprendre ou que vous avez dû lâcher qui vous a le plus aidé pour aller au bout, en fait, pour être où vous êtes aujourd'hui? Qu'est-ce que vous auriez envie? Alors, ça peut être un outil, ou ça peut être une croyance, ou ça peut être une habitude. Voilà, quelle serait, alors, une ou plusieurs, hein, mais si vous deviez synthétiser ce qui vous a le plus aidé et ce qui pourrait être le meilleur conseil ou le meilleur mot d'encouragement que vous pourriez donner aux personnes qui sont dans cette aventure et un peu dans dans la, dans cette zone de turbulence hein, qui est de porter son projet d'écriture. Je sais pas à qui veut parler. Moi? Vas-y, Maggie. Euh,
Moi, je pense qu'un des plus grands conseils que j'ai reçus de Christine et qui m'a vraiment aidée, c'est le fait de structurer son récit en amont, d'avoir vraiment une image globale du message qu'on veut faire passer, d'avoir un mind map et à partir de là, écrire. Parce que j'avais déjà écrit avant, et puis ce qui a été le plus difficile pour moi, c'est vraiment de structurer et que ça forme un ensemble cohérent. Donc ça, ce serait, je pense, un bon conseil de savoir vraiment où on veut arriver, en fait, de savoir quel est l'objectif du livre et ce qu'on veut en faire après. Et puis, moi, le plus gros challenge, ça a été le syndrome de l'imposteur. Qui suis-je pour écrire un livre? Et puis à un moment, il y a une phrase qu'une amie m'avait dite parce que moi, je ne lis pas énormément et donc j'avais ce syndrome de dire, mais qui suis-je, moi qui ne lis pas énormément pour écrire? Et elle m'a dit, mais moi, Magali, je bouffe des livres de 800 pages, mais c'est pas pour ça que je peux écrire. Et moi, j'ai répondu spontanément, ah, mais moi, mon stylo n'écrit pas assez vite mes pensées. Et je me suis rendu compte en écrivant que j'adorais vraiment. Souvent, on me demande est-ce que tu vas écrire autre chose? Ma réponse est toujours assez spontanée de dire je n'ai pas deux histoires comme ça. Mais c'est possible que je réécrive autre chose. Et le fait, évidemment, d'avoir déjà écrit, je pense que ça facilitera la tâche pour, euh, pour un prochain ouvrage. Et puis, mon conseil, ce serait de suivre son cœur, vraiment, du début à la fin, de suivre ses intuitions, auto-édition ou pas. Enfin, c'est tout des choix. Et c'est ça, un livre, c'est la liberté. C'est ça qui est très, très chouette. Et en plus, on est libre en l'écrivant et l'objet devient libre et il devient celui de quelqu'un d'autre qui en fait ce que lui veut et qui l'interprète comme lui veut. Et c'est extra. C'est vraiment chouette. Mm. J'ai envie d'ajouter, Magali, pour toi, tu disais au tout début hein, que tu étais sœur d'écriture avec Ida, que vous vous retrouviez à 6 Oui, heures du matin sur la ligne Zoom. oui, Je crois qu'à un moment donné, ton syndrome de l'imposteur t'amenait à être absorbé par toutes les distractions et par toutes les autres oui, choses. Et à un moment donné, tu es arrivé à un point de maturité au niveau de ce syndrome où tu t'es dit, ça suffit, je ne vais pas laisser ce syndrome m'empêcher d'écrire ce livre. Et là, il y a oui, la discipline qui est venue. Il y oui, a eu tout un à fait. espèce de... Il a fallu poser des actes à la hauteur de tes ambitions et à un moment donné, tu as vraiment mis ce livre en priorité Oui, dans tes journées, en fait, et tu lui oui, as accordé du temps. Parce que quand un livre n'avance pas, moi j'ai remarqué, hein, quand un livre n'avance pas, la principale raison pour laquelle il n'avance pas, c'est parce que je ne lui accorde pas d'attention. Et quand j'accorde de l'attention à mon livre et que je m'assois devant ma copie pour essayer de dépatouiller cette espèce de nœud, paquet de nœuds que j'ai devant moi, eh ben, au final, je le dépatouille, ce paquet de nœuds. Et à un moment donné, c'est clair, et à un moment donné, ben, le livre, il s'écrit. Mais oui, je peux passer une énergie phénoménale à me culpabiliser, à me juger, à penser au fait qu'il faudrait que j'écrive le livre. Et oui, quand je fais ça, ben, je récolte la preuve que je ne suis pas capable de l'écrire parce que je suis effectivement pas en train de l'écrire. Tandis que quand je accorde du temps et j'ai la discipline d'être devant ma copie régulièrement, et ben petit à petit, je oui, suis pas bête. Et aucune d'entre vous, vous n'êtes bête. À un moment donné, eh ben les choses, elles se décantent, elles se libèrent et elles se créent. Mm. oui. Mhm. Et l'énergie aussi d'un groupe, quand on était inscrit avec toi, ça fait énormément. De pouvoir s'entraider, ça m'a vraiment beaucoup aidé aussi, Mhm. je pense. Merci. Gali, qui veut prendre la suite sur ce mot de la fin, ce que vous aimeriez transmettre aux personnes qui sont en chemin? Je crois que, en effet, ces rendez-vous qu'on a eus avec Magali, c'était vraiment enfin, on ne se parlait pas, hein. Non, On se disait bonjour, on coupait le micro et on partait dans notre univers, chacune de notre côté. Au bout d'une heure, on disait bonne journée. oui, Mais c'est cette ça. puissance du lien, et je pense que ça restera, enfin moi en tout cas, je sais que ça restera et dans mon cœur et dans ma mémoire. Voilà, tu seras toujours Magali, quoi. Tu seras toujours la Magali avec qui j'ai écrit le livre. Et ça c'est vrai que c'est très puissant quand on est en collectif. Euh, Moi, je dirais, il y a aussi le fait de d'écrire un peu tout le temps et quand ça vient. Donc moi, j'ai toujours eu des carnets dans mon sac. À partir du moment où je me suis mis en route sur des réflexions personnelles, je savais même pas encore que ça allait devenir un livre.
Mais j'avais des carnets dans mon sac. Et à la fin, quand je suis arrivée dans ton mastermind, j'avais déjà 10 carnets, en fait. Donc, c'était un bazar, comme tu viens de le dire, quoi. Et d'ailleurs, le jour où tu m'as dit, bon, Ida, maintenant, faut s'y mettre, là. Parce que je disais, bon, ça bouillonne, ça bouillonne. Et puis, tu m'as dit, non, non, mais là, bon, voilà, il faut que tu fixes ton jour, tout ça et tout. Et c'est vrai que j'ai vraiment suivi ton conseil. C'est là qu'on a mis en place les rendez-vous tous les matins, 1 heure. Et tu vois, j'avais écrit dans mon cahier régularité. Il y a vraiment ce rendez-vous avec Mm. soi-même. Et moi, c'était vraiment un rendez-vous. C'est-à-dire que je me levais à 5h30. J'étais fraîche parce que j'avais rendez-vous avec, c'était pas un amoureux, mais c'était mon livre, quoi. C'était trop bien, quoi. Et voilà, il y a vraiment aussi cette notion ouais, de rendez-vous avec soi, de plaisir, de discipline, comme tu dis, quoi. C'est vraiment d'être dans ce délice-là je me suis promis un truc, je l'honore, je le vis, et voilà, et ça demande en effet de la discipline, de la régularité, mais ça peut être vécu avec tellement de plaisir, de profondeur que, voilà, moi, c'est ça que je retiendrai de cette expérience d'écriture. Merci, Ida. Et toi, Lydia? Alors, bah, moi, la discipline, hein, tu sais que c'était le chapitre. Alors, j'en parle, hein, de la discipline et du coup, dans un des principes, Christine m'avait aidé à choisir, hein, la discipline et la clé de la liberté. Hein. C'est le titre d'un des chapitres, c'était Christine qui m'avait aidé. Alors, moi, tu m'as beaucoup aidé, surtout à la partie structure. C'est-à-dire, je me rappelle que mettre en forme le mind mapping et tout ça, j'avais vraiment, vraiment galéré. Et Christine n'avait rien lâché. Elle m'avait dit, non, tu vas le faire, tu vas y arriver, et peu importe le temps que ça prendra. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé d'avoir cette structure vraiment précise et de pouvoir visualiser mon livre. En fait, ça dépend de votre sensibilité. Et franchement, ce que tu nous répétais tout le temps, c'était faites-vous confiance, faites appel à votre intuition, vous avez déjà tout en vous. Moi, je suis quelqu'un de très visuel et très matériel. Et j'avais même été jusqu'à prendre un cahier que j'avais découpé au format du livre, où j'avais déjà numéroté toutes les pages avec le titre. Enfin, vous voyez, pour faire une espèce de maquette, j'avais montré ça à la graphiste. Elle m'avait dit, tu sais comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle un chemin de fer. J'avais dit, eh ben, je ne savais même pas que ça avait un nom. Et en fait, le fait de l'avoir, eh ben, je l'avais déjà dans les mains. Vous voyez? Et je l'avais déjà, et du coup, ça m'a aidé à le voir, à le mettre en forme, à écrire. Donc, l'écriture, c'était un délice, hein. Il n'y avait pas d'autre mot, hein. Moi, c'était vraiment, j'ai adoré cette expérience. Euh, et en plus, j'étais très bien entourée. Et ce que je voudrais vous dire vraiment à vous, c'est restez bien entouré. Osez demander de l'aide aux autres. Hein. Voilà, ou du soutien. Mm. Hein. Ça peut être un soutien silencieux, comme elles ont fait. Hein. Voilà, mais osez faire ça et lâchez rien. Parce que c'est ça, petit à petit, qui va faire que votre livre, vous allez l'avoir entre les mains. Et je peux vous dire qu'il n'y a rien de plus merveilleux que de le tenir à la fin, en vrai, dans ses mains et de se dire, waouh, en fait, ça, c'est moi qui l'ai fait, quoi. Voilà. Mm. Moi, j'avais fait une danse de la joie sur les réseaux sociaux et tout le monde a adoré ça. Ah, mais oui, tu as Et fait moi une aussi. vidéo extraordinaire quand tu as reçu. Elle a reçu sa caisse là de. C'est pas une caisse, mais Ah c'est oui, une oui, 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 une de palette, livres. quoi. Et tu as fait une vidéo extraordinaire sur les réseaux sociaux, en effet. Incroyable. On m'en parle encore. Mais c'est vrai que c'est une joie de... Enfin, c'est indescriptible, en fait. Maintenant, en parlant et quand tu en reparles, je le ressens aussi. C'est incroyable. Ouais. Hmm. Je me vois encore, bon moi j'ai été éditée, hein, mais je me vois encore la première fois que j'ai arrivé à Paris et avec mes filles et qu'on a été à la FNAC et qu'on a vu mon livre sur la table. Mais Ouais, c'est comme juste ça. incroyable, Ouais, ouais, ouais. incroyable. La Ouais. dernière fois, je suis allée chez mon petit libraire dans la ville où j'ai grandi et ils n'avaient pas mon livre en rayon. Alors j'étais là, oh ça y est. Je suis partie en mode déprime et tout. Puis tout d'un coup, il y a ma fille qui trouve en bas d'une étagère mon coffret de cartes Wake Up, mon nouveau coffret. Je fais, ah c'est bon, je suis encore là. Et puis après, on était à la FNAC et là, il y avait carrément mon nom sur l'étagère. Alors là, je sais, bon, ça va, je suis pas encore périmée. C'est bon. Mais, euh, mais oui, c'est vrai que c'est ce que tu dis, Lydia, hein, de le tenir et de se dire, c'est moi qui l'ai fait. Et c'est vrai que autant
j'ai envie de dire, un bébé, il se fait tout seul. C'est pas vrai, il se fait pas tout seul. Il faut être en bonne santé. Il y a plein de choses à faire pour accoucher d'un bébé. Mais un livre, c'est vraiment à nous de tout faire. On doit penser à tout. On doit poser. Enfin, la machine, le livre. Et ça, je vous l'ai tout dit au début du mastermind. Hein. Le livre, il s'écrira pas tout seul. Qu'on soit très très clair. Il va pas s'écrire tout seul. Et il va falloir mettre votre fesse sur la chaise, ou je sais pas où vous vous asseyez, ou où vous allez vous installer si vous allez écrire debout. Moi, je suis de plus en plus debout en ce moment. Mais il va falloir à un moment donné être en face de son manuscrit et accepter de regarder en face cette confusion, tout ce qui n'est pas fait, tout ce qui n'est pas clair. Et c'est en ayant rendez-vous avec cet inconfort, en fait, hein, de est-ce que je vais y arriver, est-ce que je sais ce que je vais dire, est-ce que c'est bien ce que j'écris. Mais c'est ce courage de faire face à ça et d'avoir rendez-vous avec ça et de traverser ça qui nous amène finalement comme tu disais Lydia, à réussir à exprimer ce qu'on a en nous. On a en nous, si vous avez choisi de rejoindre ce mastermind, si vous avez, si ça a résonné en vous quand vous avez vu l'invitation, c'est parce que vous portez en vous un livre. Et ça, n'en doutez pas un seul instant que vous portez en vous un livre. La différence, c'est de retirer tous les moments où vous vous empêchez. En fait, c'est get out of your own way, comme on dit en anglais. D'accord? Enlever toutes les habitudes, toutes les croyances, tous les réflexes, toutes les choses qui font que vous vous empêchez de briller votre lumière et d'accoucher de ce livre qui est en vous. Et l'objectif n'est pas d'écrire un livre brillant d'ailleurs, dans un sens au regard des autres. L'objectif est d'écrire le livre que vous avez en vous. Point barre. C'est tout. Et ce qu'en penseront les autres, ça c'est un autre sujet. Ce qui compte, c'est que vous disiez j'ai écrit ce que j'avais en moi. Et c'est ça la satisfaction. Voilà. Bon, par respect du temps de tout le monde, je vais arrêter de poser des questions. C'était vraiment un échange très, très riche et qui pourrait donner des ailes à beaucoup d'auteurs. Donc, merci beaucoup de ce cadeau et puis de jouer ce jeu de la sororité, de venir aider les personnes qui sont un peu derrière vous sur ce chemin de publier leur propre livre. Donc, un immense merci à vous. Je me réjouis de retrouver celles d'entre vous avec qui j'ai un rendez-vous individuel. Lydia, tu voudrais rajouter quelque chose? Moi, je veux juste dire un petit mot, c'est peut-être je vais te voir bientôt en vrai pour le séminaire Wake Up, puisque En tu es à janvier. Lyon en Oui, janvier. Donc, voilà. je suis en train de prendre mes places pour pouvoir être là pour ces 3 jours. Voilà. Génial, formidable. Janvier 2024 à Lyon, séminaire Wake Up, en effet. Super. Merci beaucoup, Lydia.